14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Et d'abord un petit coucou à tous les auditeurs qui seraient superstitieux puisque nous sommes un vendredi 13. Alors moi personnellement j'aime bien les vendredis 13 parce que de toute façon j'adore le vendredi. Je rappelle que c'est le jour de Vénus, la déesse de l'amour. Donc un vendredi 13, franchement, c'est un jour de chance pour l'amour. En plus aujourd'hui mon invité vous propose de vous s'expanouir. En effet c'est le titre du livre de Guillaume de Brébisson, s'expanouir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que déjà, le titre est tout à fait intéressant. Il nous l'expliquera durant ces 2 heures. Et en fait, il a envie d'aborder comme sujet la sexualité qui guérit bien nos blessures. Alors d'abord, on pourra évoquer comment la sexualité nous aide à nous construire et à prendre confiance en notre potentiel. Et puis ensuite, on verra comment notre relation sexuelle avec notre partenaire est apte à nous permettre de réparer nos failles. Alors bien sûr, il est utile de communiquer, mais parfois, les corps communiquent bien mieux et c'est déjà une première étape qui est bénéfique à notre bien-être. Si vous avez envie de mieux comprendre de quoi on parle et si vous avez envie d'améliorer votre histoire d'amour grâce à la sexualité, eh bien n'hésitez pas à nous contacter. Pour ça, bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Guillaume de Brébisson. Bonjour Brigitte. Vous êtes thérapeute psychocorporel, sexothérapeute également. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Alors ce livre, S'expanouir, c'est un livre dont le titre évidemment est intéressant. Mais qu'est-ce que vous entendez réellement par là ? Qu'est-ce que vous avez eu envie de dire dans ce livre ? Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que la sexualité est souvent vue comme un acte qu'il faut faire, quelque chose de plus ou moins agréable, mais voilà, enfin, auquel on accorde plus ou moins d'importance suivant les cas. Alors qu'elle a un potentiel qui, selon moi, est vraiment négligé dans la plupart des couples. Et c'est dommage. Parce que lorsque on rend à la sexualité tout ce qu'elle peut nous apporter, lorsqu'on s'y prend, j'allais dire, de la bonne manière, en tous les cas, en arrêtant d'être dans la rapidité, dans l'exigence, la performance, etc., on découvre un monde. Et ce monde, c'est un petit peu compliqué d'en parler parce que, en fait, c'est un monde de sensations corporelles extrêmement fines, très profondes, et qui nous change, qui a le potentiel de nous changer et de guérir non seulement la relation, mais également les blessures dont nous sommes tous porteurs et porteuses au fil du temps. Ce que vous êtes en train de dire, en quelque sorte, Guillaume de Brébisson, c'est qu'on voit trop le sexe comme la rencontre des organes génitaux, alors qu'en fait c'est une rencontre avec un autre, avec donc le corps d'un autre, et qu'à la fois on va ressentir des émotions, normalement, hein, si on est réellement dans l'amour, si on fait vraiment l'amour, on ressent des émotions, on ne ressent pas uniquement du plaisir ou des sensations j'allais dire de contact avec le sexe de l'autre, quoi. Oui, ça dépasse largement le frottement des muqueuses. C'est ça. Oui. Ça va vraiment beaucoup plus loin. Mais pas pour tout le monde, c'est ça. Mais pas pour tout le monde, voilà. C'est ça que vous voulez bien mettre en valeur aujourd'hui. Hein. C'est exactement ça. Et dans ce livre, dans S'expanouir, j'explique bien que, en fait, le message général, global, ce qu'on entend habituellement dans la société, alors je ne parle pas pour votre émission, mais d'une manière générale, est à peu près l'inverse de la façon dont il faudrait s'y prendre pour que la sexualité soit réellement épanouissante et qu'on puisse enfin s'expanouir, justement. Mais est-ce que vous ne croyez pas que le premier obstacle, justement, à cette sexualité de ressenti émotionnel, c'est que la plupart des gens, de toute façon, ne sont pas ouverts à leurs émotions, de toute façon, même dans la vie courante. Enfin, ces émotions on n'est pas conscient qu'on est triste, on n'est pas conscient qu'on est en colère, on n'est pas conscient qu'on est dans la joie, enfin, où on bride un peu tout ça déjà. Oui, ça alors vous disiez tout à l'heure en me présentant que j'étais thérapeute psychocorporel. La thérapie psychocorporelle travaille exactement là-dessus, c'est-à-dire qu'on est tous porteurs de ce qu'on appelle des cuirasses, c'est-à-dire que justement on se coupe de soi-même. D'une certaine manière, on peut aussi parler d'une certaine forme de dissociation. Et vous avez raison,
l'essentiel, c'est d'apprendre à revenir à soi-même. Mais la sexualité le permet. Oui, bien sûr. Non, mais vous savez bien que je suis convaincue. Ce que je veux dire par là, c'est que le corps ne ment jamais, mais si on le laisse pas ressentir et si on le laisse pas s'exprimer, il va pas dire grand-chose. Et je crois que le problème dans la sexualité pour beaucoup de gens, c'est que ils laissent pas leur corps réellement s'épanouir ou s'expanouir, si vous préférez. C'est marrant d'ailleurs parce que hier on faisait une émission où finalement on a eu énormément de témoignages de libertins et c'est pareil. J'ai entendu dans ces témoignages, c'est des témoignages tout à fait intéressants, mais j'entends aussi beaucoup de gens qui ne font pas l'amour, qui vont chercher du sexe peut-être pour avoir du plaisir sexuel et très bien, hein, mais aussi pour se prouver d'autres choses, pour vivre d'autres choses. Donc on voit bien que c'est compliqué finalement de réellement être dans le faire l'amour avec tout son être, quoi. Je suis complètement d'accord. Il y a un apprentissage. Ce que vous dites me fait penser à... Il y a eu une série télévisée sur Netflix à une période qui racontait l'histoire de Rocco Siffredi, donc je l'ai dévoré bien sûr, parce que c'est quand même un personnage important en matière de sexualité. Et il y a un échange dont je ne sais pas s'il est véridique ou pas avec son épouse, la femme qu'il a finalement épousée, qui lui dit tu sais pas faire l'amour. Alors Rocco lui répond attends, moi j'ai baisé 4000 femmes quand même. Et il lui répond oui, tu sais baiser, tu sais pas faire l'amour. Et bon, dans ce petit échange, dont je sais absolument pas s'il a vraiment eu lieu, il y a tout est là finalement. La question, c'est effectivement de changer de mode d'être et de revenir à quelque chose à la fois de plus simple, de plus lent, de plus doux, de plus relationnel. Une chose simple aussi, c'est que la sexualité, on l'envisage comme un vécu individuel, mais c'est un vécu relationnel, il faudrait s'en souvenir tout de même. Et tout ce qui se passe de l'ordre de la relation pendant l'échange sexuel a un impact sur la relation. Vous voulez dire que la masturbation, finalement, c'est pas de la sexualité ? Dans la masturbation, on est en relation avec soi. Non, je suis pas anti-masturbation. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas ce que je voulais vous faire dire. Non, mais masturbation mise à part, la sexualité est un phénomène relationnel. Et c'est bon de s'en souvenir. Parce que si pendant l'acte sexuel, je suis centré exclusivement sur mes sensations ou mon absence de sensations, c'est le problème de nombreux hommes qui ne vivent une sensation qu'au moment de l'éjaculation. Si je suis centré que là-dessus, je loupe l'échange. Or, la sexualité, c'est quoi ? C'est l'expression d'un amour, c'est donner et recevoir. Je dirais même recevoir et donner. C'est-à-dire vraiment d'abord être dans la réception. Et c'est là que tout se joue, finalement. Quel premier conseil vous donneriez comme ça avant de donner la parole justement à ceux qui ont envie de réagir ? La première chose, je pense, c'est prendre le temps et ralentir. Prendre le temps, c'est-à-dire arrêter de faire l'amour en 10 minutes après le film de 22h, qui se termine à 22h ou à 23h, parce que c'est pas la bonne manière. Et donc, se donner un moment où on est déjà reposé, où on est bien, pour en profiter pour faire l'amour. Privilégier la qualité plutôt que la quantité. Privilégier la qualité, absolument. Et puis, prendre le temps et aller lentement. Et qu'est-ce que vous dites aux hommes, plus les hommes, hein, mais même s'il y a aussi des femmes, des hommes qui ont des besoins comme ça sexuels, d'avoir éventuellement même plusieurs rapports par jour ? C'est pas possible d'aller lentement. Je suis un peu comme Philippe Bruno, que vous invitez souvent. J'y crois pas, moi, aux besoins sexuels. Alors, dire qu'il bande souvent, ça, d'accord, c'est pas forcément un besoin. Donc, pour ça, il y a d'abord, je pense que ça arriverait moins s'ils donnaient plus de temps à leur sexualité, plus de qualité, par exemple le week-end ou je sais pas quand. Premièrement, ça les assouvirait plus. Et ensuite, la masturbation est toujours disponible. Oui, c'est toujours à moins de ne pas avoir de main. Sauf peut-être pour les très jeunes hommes, on peut l'entendre ça quand même, ce besoin chez les jeunes hommes. Guillaume de Brébisson est avec nous et dans un instant, on va donner la parole à Selma qui nous a rejoint. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Et on vous propose avec Guillaume de Brébisson de S'expanouir, le livre que vous avez sorti aux éditions First. C'est un projet qui vous tente, j'imagine. Selma, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Bonjour Salma. Merci d'être avec nous. Vous voulez parler de la sexualité qui vous a guéri, en tout cas améliorer votre confiance en vous, c'est ça ? Ouais, en fait, pour moi, la sexualité, ça a été, ça m'a aidé à me réparer ou à grandir à plusieurs périodes de ma vie. Et la dernière, notamment, suite à une maladie, j'ai eu un cancer. Et j'ai repris une sexualité. Donc j'avais pas de compagnon, j'étais célibataire et j'ai retrouvé un vieil amant quelques temps après mes traitements et de faire du sexe, ça m'a remis en vie en fait. Ça m'a rendu de nouveau à la féminité. À ma féminité, à mon corps, à incarner mon corps. Enfin, et c'est vous qui avez pris la décision d'appeler cet homme ou c'est une coïncidence ? Qu'est-ce que vous diriez ? C'est un peu une coïncidence qu'on se soit recroisés, finalement. Et c'est moi qui l'ai initié, qu'on en revienne à avoir de l'intimité ensemble. Alors maintenant, avec un peu de recul, quoi, parce que ça fait 2 ans maintenant, je me dis que j'avais besoin de tendresse, évidemment, mais j'avais envie de reprendre une sexualité, mais dans du connu, vous voyez. Oui, pas de prendre de risques. Voilà, pas de prendre de risques. Voilà. C'est chouette ce que vous dites, parce qu'on pourrait dire que le destin vous l'a permis de le rencontrer, il vous l'a mis sur votre chemin et vous avez su saisir cette opportunité-là, vous avez su redonner de l'élan vital à votre corps et votre témoignage est fort parce que ça montre bien en effet ce pouvoir aussi de la sexualité, de se sentir vivant. Oui, puis ce que j'ai entendu, moi, c'est que vous parliez à la fois de tendresse et de sexualité. C'est-à-dire que c'est pas du sexe comme on peut avoir parfois avec un coup d'un soir. Non, c'est pas du sexe, c'est sûr, c'est sûr. Alors, mais c'est quand même, ça a quand même à voir avec notre primalité un peu, vous voyez. Bien sûr. Ça n'empêche pas la tendresse. Voilà. Ce qui est important, c'est d'avoir les deux. Oui, mais je pense, quand vous parlez de primalité, c'est intéressant. C'est la pulsion de vie. C'est ça. Primalité, je pense que c'est même pas un mot qui existe. Mais mais c'est le vôtre et on l'accepte. On l'a compris. Très bien ce mot. Très bien. Oui, parce que quoi qu'on en dise, le cancer, ça éveille la pulsion de mort de toute façon. Et je trouve ça intéressant que vous ayez eu cette énergie de pulsion de vie, justement, d'avoir envie de refaire l'amour pour retrouver votre joie de vivre, quoi. Ce que vous racontez, ça me fait penser, vous savez, dans une famille, quand il y a un deuil, puisqu'on est bien en train de parler de la vie et de la mort, là, quand il y a un deuil, 9 mois après, il y a des naissances. Et j'ai vraiment cette impression que vous avez vécu tout ça dans votre corps. Est-ce que vous sauriez décrire, enfin, comme vous pouvez, avec les mots qui vous viennent, même ce que vous avez inventez. Même si vous les inventez, absolument, les sensations que vous avez éprouvées au début, ce réveil de la vie là dont vous nous parlez, comment c'était ? La première fois que vous avez refait l'amour, comment votre chair s'est exprimée ? J'allais dire, avec le premier mot qui me venait, c'est avec rage. Superbe. Formidable. Formidable. Ça, c'est chouette. C'est chouette parce que c'est vraiment ça. C'est aussi ce pouvoir-là de la sexualité. Tout à fait. Bon, après, je suis sexophile quand même, comme dirait l'un de vos autres invités. Et
voilà, j'ai pas toujours usé de la sexualité à bon escient, en tout cas avec intelligence, quoi. Mais là, en tout cas, ça a été vraiment réparateur et doux malgré tout. Ouais. Mm. C'est intéressant. Voilà, vous parlez de primalité, mais vous parlez aussi de douceur, de tendresse. Et c'est vraiment, je crois, moi, dans ces tonalités-là, que la sexualité peut justement développer un pouvoir guérissant. Hein. C'est vraiment là, quoi. Oui, tout à fait. Oui, parce que quand vous parlez de douceur, ça veut dire que cet ancien amant, si j'ai bien compris, puisque vous l'avez retrouvé, il vous a prise avec du respect et de la tendresse. Donc forcément, il vous a accueilli dans aussi. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Il m'a accueilli toute cassée que j'étais des épreuves et puis. Et puis c'est tellement une violence les traitements, donc on en sort tout cassé, hein. Et que lui, je me suis sentie accueillie et il est réapparu dans ma vie que pour ça, finalement, parce que ça a duré quelques mois et ça s'est éteint comme ça a apparu, quoi. Écoutez, merci de ce témoignage, Selma, parce que je sais que malheureusement, il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont certainement en ce moment en train de subir des traitements contre leur cancer. Et votre témoignage est fort et beau parce que ça montre bien qu'il faut pas oublier la puissance de l'intimité, la puissance que le corps peut apporter aussi, parce qu'il y a ce qui se passe dans la tête et puis il y a ce qui se passe dans le corps et les deux sont liés. Et le fait d'avoir retrouvé cette douceur et cette rage sexuelle, eh bien, je pense que ça vous a aidé à tourner la page et à reprendre votre vie. Hein. C'est ça. C'est vraiment très très beau, Selma. C'est une très belle histoire que vous venez nous raconter là pour démarrer cette émission. Eh bien, merci. Rester sexophile, Selma, c'est pas mal, hein. C'est bien, sexophile. Moi, maintenant, en vieillissant, je suis plus en paix avec ma sexualité, vous voyez. Je me sens beaucoup moins, avec peut-être cette épreuve aussi, mais je crois aussi avec l'âge, je me sens moins dominée par la sexualité, et c'est bien aussi. Oui, mais c'est encore une fois intéressant parce que ça montre que vous avez vécu à un moment donné beaucoup de relations sexuelles parce que c'était un besoin et peut-être un besoin de vous prouver ou d'exister, je ne sais pas. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Et maintenant, vous êtes tellement en paix avec votre monde intérieur, comme j'aime à dire, que c'est plus une nécessité. Et donc vous êtes ouverte évidemment à avoir des relations sexuelles, mais c'est plus un besoin. Et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que vous avez compris ce qui vous êtes, mais la sexualité vous a certainement aidé à comprendre ça. Oui, tout à fait. Après avoir été accueilli par votre amant, vous vous êtes accepté vous-même. Et vous étant accepté, il y a moins d'urgence, quoi, de vous prouver quelque chose. C'est ça. Merci. Magnifique. Merci Selma, c'est formidable. Merci à vous. Non, merci à vous surtout. Et puis, c'est le moment de jouer au grand sapin de Noël sur Sud Radio. Vous savez que vous pouvez gagner des cadeaux, une montre intelligente smartwatch offerte par la Confédération des buralistes, une carte cadeau chez Etam. Enfin bref, il y a beaucoup de cadeaux. Ils vous attendent au pied de notre sapin à Sud Radio. Et pour gagner, vous appelez le 0826 300 300. On donnera le cadeau au 12e appel. Et puis, si vous avez envie de témoigner sur la sexualité, vous nous appelez également au 0826 300 300. On se retrouve pour le Love Conseil. De quoi on parle quand on parle d'amour? C'est le Love Conseil du jour. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Guillaume de Brémisson, en tant que sexothérapeute, évidemment, vous allez pouvoir en ajouter plus encore sur cette conception de l'amour. C'est vrai que l'homme et la femme n'ont pas toujours la même conception de l'amour et c'est ce qui provoque bien des malentendus. Et je vous propose quelques exemples. Par exemple, l'homme aime évoquer les faits alors que la femme va plutôt parler de ses ressentis. Vous êtes d'accord, hein ?
parfaitement. Elle a besoin d'écoute, lui va donner des conseils, hein, alors que en fait elle a juste besoin d'être écoutée, elle n'a pas besoin qu'il la coupe pour lui dire t'as qu'à faire ça. Elle aimerait qu'il devine ses désirs et lui il a besoin de demandes précises, hein, de savoir exactement ce qu'elle aimerait recevoir. Par exemple, c'est très rare que un homme devine notre cadeau de Noël qu'on a envie de recevoir. Par contre, il va nous demander de faire la liste. Il sera beaucoup plus à l'aise avec une liste, oui. On est d'accord. Hein. L'homme veut être admiré tel qu'il est et la femme cherche toujours à le faire progresser. Hein. On est d'accord aussi. Lorsqu'il dit « je t'aime », elle demande « pourquoi ». Hein. Et puis, alors il y a des comportements qui sont particulièrement nocifs, hein, notamment les injonctions, les disqualifications, le chantage affectif. Et c'est vrai que les femmes sont un peu plus sujettes à les utiliser, tandis que l'homme, lui, va avoir tendance à fuir l'échange. Voilà, donc on pourrait en rajouter d'autres, mais c'est déjà tout ça est déjà très clair. Hein. Je pense que tout est dit, tout est là, vraiment. Il y a vraiment cette différence que vous avez citée au début, entre d'un côté la sensibilité, si l'on veut, la sensibilité féminine, et puis de l'autre côté le besoin de fait, d'action, de réalisation masculine, quoi. Et ça, c'est dans nos gènes aux uns et aux autres. Il faut juste qu'on apprenne à se parler et à s'écouter. Il faut accepter nos différences, en fait, et accepter que le soir, quand on rentre, on va peut-être, nous, en tant que femmes, avoir besoin d'évoquer nos émotions, nos ressentis, et puis l'homme, il va raconter sa journée de travail avec des détails, et c'est pas ça qu'on a envie. On a envie de savoir comment il se sent, etc. Bon. Il y a beaucoup de livres, hein, de toute façon, notamment ceux d'Yvon Dallaire qui expliquent bien nos différences. Essayez de bien les comprendre et de les accepter surtout. Camille est avec nous maintenant. Bonjour Camille. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Guillaume. Bonjour Camille. Merci d'être avec nous. Je ne crois pas que vous soyez d'accord pour dire que la sexualité a guéri vos blessures. Hein. Je crois que ça a plutôt été le contraire. Ouais, ça a plutôt. Disons que j'ai eu une drôle d'éducation sexuelle, on va dire. Ce qui fait que j'ai une mère qui aimait beaucoup plus mes frères que ma sœur et moi. Et il n'y avait pas de communication, ils étaient très catholiques. Et ma mère me rabâchait sans cesse qu'un homme, c'était très exigeant. Alors j'avais une peur bleue des hommes. Et pour me faire aimer, en fait, je cédais en me disant, si les hommes sont exigeants, je vais me laisser faire. Et puis comme ça, ils vont m'aimer. C'était ça dans ma tête. Et du coup, je me suis plus salie, j'ai fait l'amour sans amour. Je me suis fait un cœur d'artichaut en voulant me marier tout de suite, etc. Enfin, j'ai eu un passé et la suite d'ailleurs quand j'ai divorcé, qui a pas été du tout jolie, quoi. Et je me suis même surtout beaucoup salie parce que je me respectais pas. En fait, vous avez été élevée, dressée, j'aurais même envie de dire, en tant que femme soumise. Hein, et puis, du coup, votre sexualité, votre propre désir, il n'avait pas sa place. Et vous avez beaucoup baisé, j'ai même envie de dire, hein, pardon pour le terme, pour vous sentir aimée. Hein, c'est bien ça. Oui, j'avais l'impression que, puisque les hommes, ce qu'ils voulaient, c'était baiser, comme vous dites, et si je baisais, ils allaient m'aimer. C'était un raccourci, quoi. Mais c'était une grosse erreur. Alors, ce qui n'empêche pas que certains vous ont peut-être aimé, hein, Camille. Oui, bien sûr, mais bon, enfin. Mais vous ne vous êtes pas respecté dans votre sexualité, et c'est ce qui fait non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Et vous en êtes où aujourd'hui, Camille? Merci excusez-moi, je vous redonne la parole, Guillaume, mais merci de ce témoignage, parce que je pense que malheureusement, beaucoup de femmes se reconnaissent dans votre témoignage, Camille. Qu'est-ce qu'il me demandait Oui, je vous demandais où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Comment elle est aujourd'hui, votre sexualité? Comment est votre vie? Comment ça se passe? Aujourd'hui, elle est en berne depuis 18 ans. Je me suis fait plaquer il y a 18 ans, j'ai pas compris parce que c'est par SMS. Et bien sûr, j'ai cherché ce que j'avais fait de travers, etc. Et puis, j'ai peur maintenant. Vous avez peut-être rien fait de travers, hein. C'est peut-être lui qui fonctionne de travers. Hein. Oui. Je voyais une psy à l'époque, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a demandé s'il habitait encore chez ses parents, et nanana. Mais en fait,
j'avais quand même une théorie, enfin une valeur, c'est que je voulais pas coucher avec les hommes mariés, parce que mon mari m'avait plaqué pour une nana qui était beaucoup plus jeune que moi, il lui avait fait un enfant, etc. Donc je m'étais dit, je ne coucherai jamais avec un homme marié. Or dans mon entreprise, ça a changé de direction et le nouveau directeur voulait coucher avec moi, ce que j'ai refusé. Mais en voulant garder mes propres valeurs, là pour le coup être saine, si on peut dire, c'est mon hôtesse d'accueil qui en a profité et tous les deux ils ont fomenté, je sais pas si ça existe ce terme d'ailleurs, pour me faire une mise au placard en belle et due forme. Et j'ai fait une grosse dépression et c'est quand je suis tombée vraiment en bas du trou que j'ai découvert un autre aspect de moi-même qui était beaucoup plus dans la spiritualité et qui était beaucoup plus respectable, quoi. Ah, voilà. Vous avez trouvé quelque chose. Oui, j'ai trouvé quelque chose. Mais en revanche, je vis seule, j'ai 75 ans. Hein. Je vis seule et je cherche pas à... Tout le monde s'étonne en me disant on va te trouver quelqu'un, mais moi je veux pas trouver quelqu'un. Mais vous en avez peut-être pas besoin si vous êtes bien seule. Oui, je suis bien seule. Bon, vous avez pas... Je m'occupe, quoi. Je fais partie d'associations. Je sais que je suis aimée pour qui je suis dans les assos. Mais il faut peut-être rappeler une chose. Alors moi, je suis évidemment, je pense que la sexualité est bien pour notre bien-être, pour notre santé, etc. Mais je l'entends souvent, ça, oui, bien sûr. Hein. Mais Camille, ce dont on a réellement besoin, c'est d'amour au sens large du terme. Et si vous êtes relié à d'autres personnes avec qui vous entendez bien et avec qui vous échangez, que vous donnez de l'amour et que vous en recevez au sens, encore une fois, large du terme, vous êtes... ça va, tout va bien. Moi, je me trouve épanouie. C'est vrai que quand je vous écoute très très souvent et que je vous entends tout le temps dire que c'est important, les relations sexuelles, etc. Mais moi, ça me fait peur, quoi. Moi, je pense que de ce côté-là, ça sera dans une autre vie parce que là, j'ai pas trouvé le bon chemin. Mais je ne sais pas, vous avez l'air d'avoir trouvé votre chemin, puisque vous avez dit tout à l'heure une phrase qui me semble très marquante, c'est « je suis aimé comme je suis ». Et finalement, c'est tout ce qu'on demande, tous les uns et les autres. Alors, on est nombreux à faire passer ça par la sexualité, et la sexualité est très bonne lorsqu'elle exprime le fait que chacun des partenaires est aimé par l'autre tel qu'il est. Et puis, il y a également d'autres voies. Et si vous reconnaissez pas dans la sexualité, mais que vous vous reconnaissez dans votre action auprès d'associations, c'est magnifique, c'est super. On a besoin de gens qui s'impliquent dans les associations. Oui. En même temps, merci de me dire des belles choses comme mais ça. non, mais en même temps, Camille, je comprends que la sexualité vous fasse peur vu les expériences que vous avez eues. Mais vous n'êtes pas à l'abri, et je vous le souhaite, vous n'êtes pas à l'abri de rencontrer un monsieur d'un certain âge qui va être tendre avec vous et avec qui vous allez avoir des échanges intimes qui ne sont peut-être pas sexuels. C'est-à-dire qu'il n'y aura peut-être pas de rencontre des organes génitaux et vous aurez peut-être des moments de tendresse et de sensualité extraordinaire qui vous réconciliera un petit peu avec le côté avec la sexualité. Ce qui est dommage, vous avez 75 ans, donc je ne vais pas vous dire de faire une thérapie pour avancer, etc. Surtout, vous n'avez pas l'air de souffrir, donc tout va bien. Mais c'est dommage parce que je pense que vous auriez pu à un moment donné avancer et vous découvrir dans vos désirs à vous et voilà. Mais bon, après c'est pas grave, c'est votre vécu, vous l'assumez, vous en avez fait quelque chose puisque vous êtes aujourd'hui en lien avec d'autres personnes, donc tout va bien. Chacun fait ce qu'il peut avec son chemin et ses expériences. Il faut surtout ça fait du bien d'entendre ça. Il n'y a pas d'obligation. Hein. On est obligé à rien, quoi. Il faut vraiment se souvenir de ça, quoi. Ouais, je suis toujours dans ce truc dans la tête que un homme, ça a des besoins, donc. Non, ça c'est alors. Mauvais, ça. Alors attendez, c'est vrai que en général, parce que c'est encore une fois une généralité qui n'est pas l'homme a plus d'envie sexuelle que la femme. Maintenant, si vous rencontrez un homme de 75 ans, c'est pas sûr qu'il bande encore, et donc c'est pas sûr qu'il ait des réels besoins sexuels. Donc il pourrait tout à fait y avoir une rencontre qui soit intéressante pour vous. Donc c'est, vous voyez, ça m'intéresserait beaucoup, oui. Donc ouvrez les yeux quand même, Camille. Voilà, dans toutes ces associations là.
Mais quand je vais sur les réseaux sociaux, par exemple, je ne réponds jamais parce que ça m'intéresse pas. C'est toujours des gens qui veulent une compagne, câline, et nani, nana. J'ai toujours cette peur du sexe. Et ça sera toute ma vie, je crois, maintenant. Hein. Non, rien n'est définitif, Camille. Vous savez bien que rien n'est définitif. Ouais. Là, aujourd'hui, vous avez peur, et ça se comprend. Mais encore une fois, vous n'êtes pas non plus totalement fermé à l'idée qu'un homme vous prenne dans ses bras, par exemple. Ah non, pas du tout, au contraire. Hein. Ah Moi, oui, au contraire. Je pense que ce qui serait bien... échanger, quoi, parce que j'aime bien échanger, je suis quand même dans la communication. Bah Donc oui. pour sortir, toute seule, j'ai plus envie de sortir, mais si j'étais avec quelqu'un, mais bien sûr que je ferais des expos, que je ferais des concerts, que je ferais plein de trucs encore. Ouais. Moi, je vous invite à faire des expos et des concerts toute seule dans un premier temps, puis vous allez voir que vous allez rencontrer quelqu'un. Et surtout, je pense que ce qui vous ferait du bien, ça serait d'arrêter de focaliser sur la sexualité. Parce que vous dites beaucoup, j'ai peur du sexe, j'ai peur du sexe. Mais finalement, comme il y a malgré tout pas que ça dans la vie, tout de même, c'est peut-être justement votre focalisation là, sur la question de la sexualité qui vous empêche de voir ce qu'il y a autour de vous en dehors de ça. Et probablement qu'il y a autour de vous déjà il y a des un hommes ou plusieurs hommes qui n'ont pas le pénis en érection branché sur vous, Camille. Absolument. Rassurez-vous. J'aurais pas peur du grand méchant loup. Non, mais c'est vrai, c'est important que vous puissiez regarder autour de vous et voir les hommes autrement que comme des bêtes sexuelles qui vont vous sauter dessus. Et peut-être que vous allez découvrir un prince très 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 doux et agréable. Tendre. C'est ce qu'on vous souhaite. Ouais. Merci beaucoup pour cette réponse. Ça me fait chaud au cœur. Je suis ravie. Merci Camille. Merci Camille. Beaucoup. Au revoir à tous les deux. Et nous avons notre gagnant du jour, c'est Christophe qui est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Guillaume, je vous écoute assidûment. Et oui, j'ai de la chance, je suis très content parce que j'écoute Sud Radio et continue à faire de belles émissions. C'est formidable, Christophe de Toulouse, oui. Bon, eh bien Christophe, vous êtes notre gagnant du jour et je vais vous dire tout de suite ce que vous avez gagné. Vous avez gagné 2 places pour le spectacle Cœur de Lumière. C'est un spectacle son et lumière immersif. C'est une expérience tout à fait sympathique. Et puis, vous avez de la chance, parce que c'est justement au cœur de la basilique Saint-Swarnin à Toulouse. Mais c'est vrai qu'on... Formidable. Je vais pouvoir amener ma chérie avec moi puisqu'elle n'est pas de la région et ça va lui faire découvrir... Le cœur de Toulouse. Voilà, c'est vraiment un... bravo Christophe. Merci beaucoup en tous les cas sur Radio. C'est un beau spectacle et c'est vrai qu'on a beaucoup d'auditeurs à Toulouse, donc ça tombe bien. Entre le théâtre et le son et lumière immersif, c'est avec des projections monumentales, parfaitement ciselées à l'architecture de l'édifice, qui va tapisser l'ensemble de la nef et des voûtes orchestrées autour d'une bande son originale et des interventions d'artistes en direct. Moi j'irais bien avec vous Christophe. Ah mais ça serait volontiers. Ah oui, mais il faut savoir, il faut choisir là. Mais oui, mais bon, parfois choisir c'est renoncer, oui. Bon, écoutez, je vais pas foutre le bordel dans votre couple, tant pis, je m'éclipse. Je m'éclipse. Bon, en tout cas, félicitations et puis on continue bien sûr à vous offrir des cadeaux sur Sud Radio. Vous pouvez doubler vos chances en allant sur les réseaux sociaux ou sur sudradio.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Guillaume de Brébisson est avec nous et il nous parle de S'expanouir. C'est le titre de votre livre aux éditions First. Vous avez également écrit un très joli livre, Lettre à mon fils, qui est également aux éditions First, où vous expliquez comment parler de sexualité à son fils, à son adolescent. D'homme à homme. Ouais. D'homme à homme, oui. Laura est avec nous maintenant. Bonjour Laura. Bonjour Brigitte. Bonjour Guillaume. Bonjour Laura. Enchantée d'être avec vous. Alors, vous aussi, vous avez pris confiance en vous grâce à la sexualité. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. En fait, j'en ai pas pris conscience tout de suite. C'est parce que je me suis vue évoluer au cours des années
que je me suis rendu compte que finalement, au travers des yeux des garçons, en fait, et du sexe en lui-même, je retrouvais une place de femme ou de jeune fille. Je ne saurais pas trop dire, en fait. C'est parce que je ressentais, quand j'étais dans les bras d'un garçon, alors surtout adolescente, parce que je pense que j'étais pas bien c'est pas que je ne me sentais pas bien dans mon corps, dans ma famille. J'avais du mal à trouver ma place. Alors, est-ce que ça a guéri des blessures? J'avais même pas conscience de quoi. Mais par contre, quand j'étais dans les bras des garçons, soit parce qu'ils me regardaient, soit parce que ils me faisaient un peu de la drague, voilà, j'avais l'impression de retrouver une place que je connaissais nulle part ailleurs. Et du coup, quand je les énervais, j'avais l'impression d'exister parce que je ressentais des sentiments qui faisaient qu'il y avait une réaction en face de moi. Quand ils m'embrassaient, je me suis dit finalement peut-être que je suis une belle personne. Tiens, ils me disent que je suis jolie, peut-être que c'est vrai. Et du coup, c'est à force de me marteler et d'écouter ces garçons-là, qui étaient des fois sympas, des fois pas sympas, que j'ai pu essayer de voir vraiment qui j'étais. Et quand on passait à la relation sexuelle, j'ai attendu quand même 17 ans, quand on est passé à la relation sexuelle, et bien là, j'ai tout compris en mieux, sachant même pas de quoi je parlais au final, mais je comprenais qu'avec certaines personnes, je faisais vibrer mon corps. C'est vraiment cette sensation-là que j'avais l'impression de m'évader. Et quand je m'évadais, je rentrais dans un monde où j'avais l'impression d'exister vraiment. J'avais pas conscience de savoir si c'était dans les yeux du garçon que j'existais, dans mes propres yeux vis-à-vis de son regard. Mais en fait, il y avait quelque chose qui grandissait. Et c'est seulement bien plus tard que je me suis dit, mais en fait, tout ce que j'avais pas confiance, tout ça c'était tout haché, tout moche. Et tout d'un coup. Une question, Laura. J'imagine que votre père ne vous regardait pas beaucoup avec des yeux d'amour et d'admiration. En fait, il était ni l'un ni l'autre. Il me regardait pas avec admiration, mais il me regardait pas avec mépris non plus. Non, j'ai pas dit ça. Mais vous n'avez pas eu la chance. Parce que moi, j'ai rencontré quand j'étais beaucoup plus jeune des jeunes femmes qui se trouvaient hyper belles et qui franchement, je les trouvais pas si belles que ça. Et très vite, j'ai pigé que quand le père regarde sa fille avec des yeux d'admiration et d'amour, eh bien, ça donne une confiance incroyable dans la jeune fille. Et c'est ce qui vous a manqué, visiblement. Et vous l'avez cherché et vous l'avez trouvé dans le regard des hommes. C'est ça que je voulais dire, voyez, parce que vous m'auriez dit si, mon père m'admirait beaucoup, j'aurais eu du mal à le croire. Ouais, moi aussi. Mais c'est vrai que, par contre, mon père, il regardait ma mère avec des yeux d'amour. Et peut-être que du coup, j'ai compris qu'une femme, si elle était jolie, parce que ma mère, elle était apprêtée, elle se faisait jolie de l'ancienne génération, à rester bien habillée quand mon père y rentrait tard le soir. Vous avez intégré que si on est jolie, eh bien, on est aimé. Oui, vous avez reproduit avec les hommes de votre vie ce que vous aviez repéré dans le couple parental. Que vous pouviez exister. Là, c'était un endroit où vous pouviez exister parce que vous avez vu votre mère exister pour votre père. D'accord. Ah oui, et que de la voir jolie, je me disais, donc si je suis jolie, pourtant je me trouvais vraiment à l'intérieur vilaine. Mais comme peut-être c'était mon ressenti et pas la réalité, il y a eu un espèce d'équilibre qui s'est fait, peut-être. Non, mais ce qu'il faut comprendre, Laura, c'est qu'en tant que femme, on se construit d'abord et surtout grâce à maman et on fait comme elle et on a envie d'être comme elle. Mais pour se sentir désirable, je suis désolée, les féministes ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais c'est pas grave, je vais le dire. En tant que femme, pour se sentir désirable, on a besoin du regard de l'homme et donc du regard d'abord du père. D'accord. Et donc vous, c'est intéressant votre parcours parce que vous n'avez pas été, enfin je veux dire vous avez une enfance qui va bien, enfin il n'y a pas eu de problème, mais pas suffisamment admiré par votre père, donc vous avez cherché très vite les regards des hommes pour vous sentir désirable et ça a très bien marché puisque petit à petit vous vous êtes construite et puis il me semble qu'en revanche comme vous aviez un couple parental
sexuelle qui va bien, vous n'avez pas choisi des hommes toxiques qui vous auraient fait du mal ou qui vous auraient détruite, vous voyez. Ça, c'est vrai. J'ai remarqué souvent avec une rétrospective que les gens que j'ai fréquentés et qui ont compté, parce qu'il y en a eu qui n'ont pas compté, et voilà, mais des gens qui étaient des hommes bien. Oui, ça c'est vrai. C'est une belle histoire que vous nous racontez, hein, parce qu'on voit bien comment, petit à petit, vous en êtes venu vraiment à exister, d'abord à vos propres yeux, grâce au regard de l'autre, et à vous construire, et en vous construisant, à vous guérir un peu d'une certaine manière de cette blessure originelle, de ne pas avoir été vraiment mise en valeur, quoi. Et je trouve que c'est très joli comme histoire. C'est une belle histoire qui finit bien, quoi. Voilà. Et elle est importante. Votre témoignage est important pour les jeunes filles qui nous écoutent et qui aujourd'hui considèrent qu'elles sont pas suffisamment consentantes et qui passent à côté de la sexualité parce qu'elles risquent de pas prendre confiance en elles et d'attendre et peut-être passer à côté d'une jolie histoire d'amour, parce que finalement aujourd'hui vous avez eu des belles histoires d'amour malgré tout, même si à un moment donné vous avez un peu cherché autre chose que de l'amour. Oui, et du coup, c'est resté un ancrage très très fort dans mon réconfort. Par exemple, avec le temps, l'âge, etc., quand on a un petit coup de mou, quand j'ai un petit coup de mou, eh bien, vous savez quoi? De nouveau, alors que j'ai 50 ans, hein, eh bien, par exemple, je me fais jolie. Remarquez, j'ai l'impression de revivre ce que vous êtes en train de me dire. Et je fais jolie, et par exemple, je vais me promener, et que quand je croise un homme, eh ben, j'ai envie de lui sourire, parce que s'il me rend ce sourire, j'aurais l'impression de me dire, voilà, ok, j'ai mon petit coup de mou, mais voilà, je reste encore désirable, jolie, et on me regarde, j'existe enfin. Ouais, c'est super. Bravo. Vraiment, vous faites exactement tout ce qu'il faut faire. Alors, s'il y a quelqu'un qui n'a pas besoin d'une thérapie dans cette émission, c'est bien vous. Moi, je dis toujours que tous mes chéris m'ont guéri. Je me plais à me dire ça parce que je me dis que c'est vraiment en eux. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand j'entends des féministes, parce que du coup, moi, j'ai 3 garçons. Alors du coup, vous savez, les filles qui fréquentent, c'est costaud. Et du coup, je me dis, mais c'est tellement horrible d'avoir toutes ces injonctions, parce que c'est tellement naturel de se sentir quel que soit le qualificatif, joli, sensuel, désirable, en tout cas un truc de positif dans l'œil de l'autre, beaucoup plus que dans l'œil d'une copine, parce que la copine, elle vous réconforte, mais c'est pas du tout ce même instinct de se sentir jolie. Moi, j'ai des copines, quand on n'a pas le moral, on se redonne un petit coup de mou, voilà, mais un petit coup de plus, mais ça, il y a rien qui va avec l'intérieur. Rien ne vaut le sourire d'un homme et le regard d'un homme. Rien. Mais tellement. Oui. Écoutez, ça fait plaisir à entendre, Laura. Merci beaucoup de ce témoignage plein de bonne humeur et puis de vérité, surtout, de ce que c'est que la sexualité. Merci. C'est très joyeux de vous écouter. Oui, c'est très joyeux. Et c'est important de rappeler que, on a besoin des uns et des autres. C'est ça aussi, la sexualité, c'est se sentir désiré, aimé. Apprécié, pour pouvoir exister. Merci Laura. Une petite devinette avant les infos. C'est une femme qui crie effrayée. Oh my God, qu'elle est grosse. De quoi parle-t-elle? Alors évidemment, la réponse est plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer à première idée. Voilà, donc on aura la réponse évidemment après les infos. Et puis après les infos, on va continuer évidemment à écouter en quoi la sexualité peut guérir nos blessures. On a bien vu l'estime de soi, la confiance en soi. Ça, c'est sûr que la sexualité renforce ça, à condition évidemment que ça se passe bien et pas comme pour Camille malheureusement, mais dans l'ensemble c'est plutôt un bon moyen. Ça se passe bien quand même parfois. Oui, c'est heureusement. Allez, on se retrouve tout de suite après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Guillaume de Brébisson est avec nous. Vous êtes thérapeute psychocorporel et sexothérapeute et auteur de S'expanouir aux éditions First. Aujourd'hui, vous voulez évoquer la sexualité qui répare nos blessures plutôt que la sexualité qui nous blesse. Ça répare nos blessures. On l'a déjà compris dans la première heure. Ça donne confiance en soi, ça renforce l'estime de soi. Qu'est-ce que ça guérit encore Eh bien, alors. Ça, c'est encore un autre aspect, c'est que lorsqu'on est en couple,
très souvent, d'abord, chacun arrive en couple avec ses propres blessures, qui l'ont défini, qui se sont créées dans son passé. Très souvent dans les couples, pas toujours, mais très souvent, c'est la même blessure qui est la plus importante chez l'un comme chez l'autre. Et lorsqu'on est capable de le voir et de la reconnaître, mais comme vous le disiez tout à l'heure, encore faut-il être capable de ressentir ses émotions, c'est tout à fait juste, eh bien, on peut chacun contribuer à la guérison de l'autre, d'une part par le soin qu'on peut apporter à la relation, par le care, et puis, et dans ce care aussi par la sexualité. Parce qu'une sexualité qui est douce et orientée vers l'autre, vers le plaisir, mais vers le plaisir de l'autre, mais vers le relâchement corporel de toute la personne, vers l'acceptation de la personne telle qu'elle est, comme nous disaient nos témoins tout à l'heure, eh bien, c'est une sexualité qui va effectivement panser la blessure. Par exemple, quelqu'un qui vit une blessure d'abandon, une blessure très fréquente, peut très bien, dans la sexualité, en se sentant accepté, en se sentant aimé, en se sentant sécurisé, petit à petit, sentir sa blessure d'abandon s'apaiser. Alors peut-être pas guérir complètement, mais pouvoir s'abandonner. Et voilà, jusqu'à ce qu'il puisse enfin s'abandonner, il ou elle. Et ça, je trouve que c'est pas assez mis en valeur dans ce qu'est la sexualité, ce que peut être la sexualité pour un couple. Eh bien, c'est pour ça que vous êtes là, Guillaume. Voilà. Et puis, vous allez me donner la réponse à la devinette. Qu'est-ce que quand une femme crie effrayée, oh my God, qu'elle est grosse, de quoi, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, moi j'ai l'esprit mal tourné. Non, moi je pense à la réponse à laquelle tout le monde pense. Bon, mais non, c'est une araignée, c'est tout. Vous savez bien à quel point les femmes ont peur des araignées. Donc quand elle crie oh my God, qu'est-ce qu'elle est grosse, c'est pas une souris alors. C'est pas une souris, c'est pas votre appendice, c'est une araignée. Frédéric, bonjour. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous, Frédéric. Merci à vous de me permettre de témoigner dans votre émission. Je vous en prie. Vous voulez évoquer, vous, les abus sexuels, hein, je crois. Oui, vous parliez de se reconstruire par la sexualité. Moi, je vous dirais que j'ai été agressée sexuellement dans le cadre familial et dans le cadre d'une mentalité extrêmement destructrice et sexiste. Et donc, c'est vrai que je ne dirais pas... Maintenant, aujourd'hui, j'ai été agressée à 24 ans et donc physiquement, je souffrais beaucoup trop. Donc, depuis, je vis tout seul. Mais même quand j'ai eu quand même quelques compagnes avant, et elles ne pouvaient pas en fait me toucher parce que ça me faisait mal physiquement. Et donc, je ne sais pas si les choses ont évolué, mais ce que je pense, c'est que même en vivant seul, pendant plusieurs années, pendant à peu près 18 ans, de toute façon, il n'était pas question de sexualité parce que j'avais beaucoup trop mal à la tête, etc. Mais au bout de moment, j'ai été soignée par une ostéopathe et ça s'est arrangé. Et donc, maintenant, je vous dirais que je pense qu'on peut se reconstruire en utilisant des jouets sexuels, en sachant utiliser les sites pornographiques qui ne sont pas... Il ne faut pas subir ce qu'on voit. Il y a une liste alphabétique, on peut aller chercher les mots-clés, on peut découvrir des choses sur les massages, sur des relations qui ne sont pas les relations stéréotypées qu'on nous présente entre hommes et femmes. Et moi, par exemple, j'ai vu des vidéos où les hommes ne sont pas présentés tels que la société veut nous les présenter. Et ça m'a un peu réconcilié avec ce que moi j'avais connu des hommes toute mon enfance et mon adolescence, qui est un comportement où finalement l'homme vit sur le cadavre de tout ce qui l'entoure. Vous voyez ? Frédéric, vous avez visiblement beaucoup souffert et on peut comprendre qu'aujourd'hui, de toute façon, vous vous mettez à distance
par rapport à quelqu'un qui pourrait avoir une rencontre sexuelle avec vous. Donc, je crois qu'on n'a pas à juger. Vous avez fait ce que vous avez pu et vous avez réussi grâce à cette mise à distance de survivre. Hein. Je crois qu'il faut dire les choses. En même temps, ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est que quand même vous essayez de retrouver du sexe alors solitaire, hein, bien sûr, et c'est quand même intéressant parce qu'au début de l'émission on évoquait la masturbation avec Guillaume, et je pense que ce retour à quand même au plaisir du corps, c'est pas mal parce que ça vous fait peut-être enfin découvrir que le sexe peut apporter du plaisir et comment dirais-je, et un bien-être après. Parce que vous avez, j'imagine, connu le sexe que dans la douleur et l'anxiété et le mal-être après. C'est-à-dire que oui, mais moi je suis née dans un milieu artistique, alors déjà c'est vrai que quand on est enfant et qu'on est sollicité par la gentillesse, la beauté des gens, les odeurs de parfum, vous savez, c'était un peu quand mes parents recevaient du monde à la maison, c'est un peu les mêmes odeurs que ce que vous avez en boîte de nuit, vous voyez, et c'est vrai que ça sollicite plutôt la sensualité en tout cas d'un enfant, voire la sexualité d'un enfant. Donc moi j'ai toujours été attachée à ma qualité de vie parce que ma mère était attachée à sa qualité de vie et que comme elle était très intelligente et que j'ai appris beaucoup d'elle, c'est vrai que j'aimais bien l'observer et donc je suis restée là-dessus. Moi je suis toujours restée sur le fait de me cramponner à ce qui était bon pour moi, et j'estime que la sexualité est indispensable dans la vie quotidienne. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, moi je me dis que c'est pas que je voudrais pas avoir à nouveau une femme dans ma vie, c'est que d'abord moi, de mes souvenirs de ce que j'ai connu quand j'ai eu des femmes dans ma vie, je me lasse très vite d'abord, et maintenant c'est vrai que j'étais pas très sûr de moi et que peut-être j'ai rencontré des femmes qui étaient très bien dans l'absolu, mais qui ne me convenaient pas personnellement, hein, j'en sais rien. Mais c'est vrai que je me lasse très vite. Vous avez quel âge aujourd'hui, Frédéric ? Maintenant j'ai 68 ans. Oui, mais vous savez, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à Camille, vous avez trouvé votre équilibre, si ça va bien, faut peut-être pas trop changer, hein, après tout. Moi, je trouve aussi, moi, ce qui me gêne dans ces histoires-là, c'est que d'abord, une fois le jour où moi personnellement, quand j'avais plus envie, ça m'a attiré des ennuis épouvantables, quoi. Donc, si vous voulez, dans la relation, si ça doit poser tant de problèmes, je trouve ça quand même dommage. Autant avoir des amis ou monter des projets professionnels, vous voyez, avec quelqu'un, quoi. Oui, mais vous savez, Frédéric, le problème que vous rencontrez, c'est que vous avez tellement été blessé par l'autre, avec un grand A, hein, que forcément, vous avez une difficulté à être ouvert à quelqu'un d'autre, même une femme qui pourrait vous aimer, et donc forcément la communication est pratiquement impossible. Donc je crois que ce qu'il faudrait, il faudrait d'abord une réconciliation en vous-même avec l'autre, le grand autre. Et ça, je pense que c'est pas forcément possible. Et après tout, puisque vous dites que vous trouvez votre équilibre entre une sexualité solitaire et des amis. Pourquoi pas, des amis, j'en ai pas, hein, de toute façon. Non, c'est vrai que la communication est devenue impossible. Merci en tout cas, Frédéric. On fait une petite pause et puis on se retrouve sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Guillaume de Brébisson est avec nous, sexothérapeute et auteur de S'expanouir aux éditions First. On retrouve Jacob maintenant. Bonjour Jacob. Oui, bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Et puis merci pour vos émissions. Sud Radio, formidable, voilà. C'est que du bonheur, voilà. Je voulais vous le dire. Ben, merci. Donc, moi, je vais témoigner de mon histoire, de mon parcours. Oui, allez-y. Donc, aujourd'hui, j'ai le petite cinquantaine. Donc, j'ai perdu mon père à 17 ans. Et en quoi l'addiction, la déglingue sexuelle, je l'ai vécue en assumant complètement mon côté bi dans des endroits... à l'époque, bon, il n'y avait pas Internet, hein, ça se passait dans des endroits la nuit, dans des endroits un peu dangereux, limite dangereux. Puis en plus, j'ai consommé en cherchant mon père partout, quoi.
Voilà. Donc, Oui, en même temps, tous les ados qui perdent leur père à 17 ans ne deviennent pas homosexuels. Non, mais moi j'avais une prédisposition. Oui, bien sûr. Non, mais il n'y a pas, il y a pas de jugement de valeur. En revanche, ce qui est possible, c'est que le fait de perdre votre père a créé une grande souffrance, et à ce moment-là, on va perdre un petit peu sa vie dans la débauche, etc. Et mais en même temps, voyez, moi, ce que je dis souvent, on critique beaucoup la sexualité excessive, etc. Mais c'est aussi une béquille dans des moments où on va pas bien, et c'est une addiction qui est quand même moins dangereuse que l'alcool, la drogue. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous dans la manière dont je l'ai vécu, si vous voulez. Bon, j'ai fait un travail sur moi-même après par la suite. Moi, j'estime m'être sali avec des hommes beaucoup plus âgés que moi, des rencontres multiples en plein dans les années SIDA sans protection. Donc vraiment, j'ai joué à la roulette russe. Non, alors ça, et là, sans préservatif, c'est dangereux. Mais Sally, de la chance. Je comprends ce que vous dites, j'entends ce que vous dites, mais en même temps, sans cette sexualité-là excessive et dangereuse, peut-être que vous vous seriez écroulé et que vous seriez tombé en pleine dépression. Ou, vous voyez, je veux dire, ça tient. Encore une fois, moi vraiment, je tiens à l'affirmer parce que j'ai déjà vu à quel point la sexualité excessive à des moments difficiles de sa vie, c'est une addiction qui sauve. Voilà. Bon, après, j'entends que vous vous êtes senti sali, que vous avez pris des risques. Je dis pas. Je fais n'importe quoi. Oui, mais aujourd'hui. Alors aujourd'hui, voilà, justement, je voulais vous dire, mais là, effectivement, j'ai fait un gros travail sur moi-même, essayer de comprendre pourquoi je cours après des moustachus de 50 ans, et voilà. Et aujourd'hui, c'est plutôt un antidépresseur, on va dire, comme là, du coup, c'est dans des moments où ça va pas bien, c'est vrai que ça fait du bien, ça permet d'exister, ça permet mais voilà. C'est avec modération, c'est sous contrôle, c'est quand je veux, que voilà, c'est moins impulsif et pulsionnel qu'à l'époque, quoi. Je sais ce que je fais avec qui, et pas tous les soirs, et pas tout le temps, et très peu même. Voilà, c'est contrôlé, voilà. Donc maintenant, ça vous fait du bien sans les risques que vous évoquiez tout à l'heure de cette première période. Tout à fait. Vous avez trouvé une forme d'équilibre. Oui, non, je me suis fait aider surtout, parce que je pense pas que j'y serais arrivé tout seul. J'ai mis le doigt sur pas mal de choses, pourquoi, comment, et c'est vrai que se faire aider, moi, personnellement, c'était nécessaire, quoi. Sinon, voilà, c'est une addiction, oui, à ce moment-là, et ça l'est plus. Alors, aujourd'hui, on entend donc vous contrôlez, le terme est toujours un petit peu suspect quand on parle de sexualité, mais est-ce que de temps en temps, vous avez une belle rencontre avec qui vous avez un échange qui vous semble, où justement vous n'êtes pas obligé de contrôler, où vous pouvez vous laisser un peu aller? Non, très honnêtement non, dans le milieu gay, pas du tout, enfin bi. Milieu fille, c'est compliqué aussi. Alors, je précise je trouve que pas chaussure à mon pied, on va dire. C'est ça. Surtout ça. Et c'est pas que sexuel, en fait. Voilà, c'est un ensemble. Et bon, là, ça élargit le débat, si vous voulez. Mais oui, non, enfin, c'est pas le top. D'ailleurs, je lance une annonce sur vos ondes. Non, je plaisante. Voilà, enfin, là, vous savez, Jacob, on trouve ce qu'on cherche, Oui, mais bon, je cherche important. Oui, mais vous trouvez ce que vous cherchez. C'est-à-dire que pour l'instant, vous êtes dans le contrôle, donc forcément, vous allez trouver des relations qui sont des relations éphémères. Non, dans le contrôle, je veux dire dans le contrôle, pas dans la surconsommation, c'est un peu le sujet, dans la surconsommation sexuelle, je suis dans ce contrôle-là de la surconsommation. Par contre, je suis pas dans le contrôle de me laisser aller, de rencontrer une belle personne. Ça, par contre, je suis open et j'attends que ça, à la limite. Ça, par contre, voilà, je cherche, mais bon, voilà, c'est compliqué. Et pourtant, je mets pas la barre très très haute, voilà, c'est qu'à le dire. Et quelle estime de vous avez? Ça va, ouais, normal.
J'ai pris des années, j'ai pris voilà. Enfin, c'est quoi normal? Pas une mauvaise... normal mais classique. Enfin, je me prends pas pour un Apollon. J'ai pas. Je suis dans la moyenne, dans le comment dire. Donc vous trouvez des gens qui sont dans la moyenne. Vous voyez, je pense qu'il faut apprendre à vous estimer un peu. Oui, mais justement un peu trop. Ah, ça, vous méritez peut-être mieux que ce que vous croyez. Ben, j'espère. Il faut pas espérer, il faut y croire. Oui, là, c'est un discours un peu low profile, je trouve. Moi, j'aimerais bien vous entendre dire que vous vous sentez bien, que vous vous sentez beau, que vous vous sentez désirable, que vous investissez votre vie, etc. Et oui, j'entends, c'est pas le cas. Non, peut-être que c'est là-dessus que vous pourriez faire un travail. Ouais. Je vous entends dire j'ai fait un travail, mais est-ce que finalement ça vaudrait pas la peine de vous prendre en main sur un plan, je sais pas sportif, diététique? Vous voyez ce que je veux dire? Faire quelque chose dont vous seriez fier, quoi, qui vous donnerait le sentiment d'être fier de vous. Oui. Ça rejaillirait sûrement sur la relation que vous... je suis un peu plombé par un amour impossible. Voilà, alors ça, il y a quand même ça en fond que je suis en train de mettre fin, et c'est vrai que c'est surtout ça aussi qui plombe la situation. Voilà, oui, mais c'est aussi une bonne manière de ne pas s'ouvrir une bonne manière de pas s'ouvrir à un amour véritable, c'est de garder un amour impossible, comme ça au moins je suis en train de... J'ai mis fin. C'est bien, oui, donc ça c'est peut-être un bon mais voilà, c'est un premier pas, mais ça m'a coûté beaucoup, et je peux pas tout faire en même temps, quoi. Donc on va commencer par ça, et puis être en paix avec moi-même par rapport à la sexualité, la libido, pas être en demande permanente de sexe comme j'étais, enfin voilà. Oui, et alors j'ai entendu que vous avez déjà fait pas mal de travail, mais est-ce que quand vous avez fait ce travail, est-ce que vous avez essayé d'avancer sur les hommes sur lesquels vous vous êtes construit, c'est-à-dire les hommes qui ont servi de modèle pour devenir l'homme que vous êtes? Oui, là vous touchez du doigt un gros problème. J'ai pas eu de modèle masculin, quoi. Voilà, j'ai pas eu de modèle qui tient la route masculin. Ça a été une catastrophe. Donc oui, bien sûr qu'il y a un problème là-dessus. Oui, et c'est bien. Ça me semblait assez facile à deviner, mais c'est pas mal. Non, je cherche pas les compliments, Jacob. Ce que je veux dire, peut-être, il est jamais trop tard pour se construire sur des modèles qui sont des modèles, soit des modèles qui existent ou des modèles imaginaires, vous voyez. Quel homme vous aimeriez être? Et peut-être que ça peut vous aider, ça, à vous appuyer sur quelque chose de plus concret. Oui. Des acteurs de cinéma, des héros de bande dessinée ou des personnes réellement inventées, quoi. Pas obligé d'avoir rencontré quelqu'un qui soit votre modèle. C'est vrai que je suis plus à l'admiration devant des femmes, voilà, mais avec le désir qui va avec, etc., parce que je suis dit, plus que des hommes, en fait, comme par hasard. Voilà. Oui, mais si vous n'avez pas une belle image de vous choisissez des hommes qui sont pas des hommes qui peuvent vous valoriser, vous voyez. Donc je crois que c'est important de travailler un petit peu sur des beaux hommes, des beaux modèles d'hommes. Mettez peut-être des posters d'hommes ou des posters, c'est symbolique, ce que je dis aujourd'hui. Oui, je vois bien. Mais voyez, essayez de vous construire un petit peu une image comme ça intérieure d'un chouette homme. Je pense que ça va vous aider. Merci Jacob, en tout cas. Merci Brigitte, merci. On va faire une petite pause, on se retrouve pour le sexo-conseil, respirer, éjaculer. C'est je pense, un sexo-conseil qui va vous plaire, Guillaume de Brébisseau. Et puis on va accueillir un chaman, il s'appelle Tigrane, et il nous revient avec un livre et il nous expliquera un petit peu de quoi ça parle. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexo-conseil. Alors, respirer ou éjaculer. J'ai pris ce sexo-conseil, Guillaume de Brébisson, parce que vous nous parlez de lenteur, etc. Donc, vous devez connaître un petit peu le fameux tantra, la sexualité tantrique. Alors, moi, je suis assez réservée sur tout ça, mais c'est pas grave. En tout cas, j'avais envie d'évoquer quand même ce principe intéressant pour les hommes, qui consiste à respirer un peu plus consciemment lorsque l'on fait l'amour.
Parce que en fait, c'est simplement la respiration qui peut nous faire prendre conscience de ce qui entre et sort de notre corps. Ça, Oui, c'est valable pour tout, hein. C'est pas valable uniquement pour la sexualité. Il n'y a que par la respiration qu'on peut se calmer, qu'on peut apprendre à se déstresser, etc., etc. Et donc, forcément, ça peut avoir un effet sur la sexualité. Ça paraît assez logique jusqu'à présent, hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On va donc en venir à l'éjaculation qui, jusqu'à présent, tout le monde sera d'accord aussi, c'est une substance qui va sortir du corps, normalement, hein. Bon, sauf quand il y a eu une opération, mais bon, on n'en est pas là. Donc le plus souvent d'ailleurs, cette substance sort du corps malgré l'homme, hein. Il n'a pas toujours envie qu'elle sorte. Souvent, ça un petit peu plus tôt que ce qu'il aurait aimé. Oui. Voilà, donc contrôler son éjaculation, ça fait partie des difficultés de la jante masculine. Et durant le rapport sexuel, on sait que plus l'homme est calme et en contact avec son souffle plutôt qu'avec ses coups de rein, plus il va pouvoir maîtriser son éjaculation. En réalité, c'est son excitation qui va moins monter parce qu'il va rester maître, si je puis dire, de ses ressentis, de ses sentiments, de ses émotions. Et trop d'hommes pensent qu'il faut avoir des mouvements de bassin intempestifs, et c'est ça qui leur fait souvent perdre le contrôle de leur érection. En règle générale, dans un coït, je vais dire entre guillemets ordinaire, les mouvements du bassin se synchronisent naturellement, et puis une expiration lors de la poussée, une inspiration lors du retrait. Jusqu'à présent, vous me suivez. On est absolument. Bon. Donc, en prenant conscience de ça, déjà, vous serez surpris que vous allez être un petit peu plus en relation, si je puis dire, avec votre érection. Et c'est là que la technique intervient. En inversant le processus naturel, c'est-à-dire en expirant au moment où vous ressortez, si je puis dire, et en inspirant au moment où vous pénétrez plus profondément, vous aurez des possibilités de vous contenir bien plus que vous n'imaginez. Alors évidemment, au début, c'est assez complexe et assez compliqué, voire même ça peut se terminer en fou rire, hein. Mais si vous arrivez à vous entraîner, vous allez voir que vous allez améliorer votre capacité à maintenir une érection sans éjaculer malgré vous. Voilà. Et l'idéal, c'est évidemment que la partenaire s'amuse aussi avec vous. Et donc, vous pénétrez profondément. Ensuite, vous retenez le souffle. Et puis vous vous retirez, et puis vous essayez donc, vous avez compris, hein, on expire, on inspire. Oui, j'ai suivi. Voilà. Et plus vous allez vous entraîner, plus vous aurez des résultats, et c'est vraiment assez intéressant. Alors moi, j'ai rien inventé, hein, c'est le tantra qui parle de ça. C'est quand même pas si simple. Non, c'est un petit peu compliqué. Vous avez tout le week-end pour travailler. Mais on va s'y mettre, c'est promis. En tous les cas, je dis souvent dans les stages que j'anime, les stages S'épanouir, je parle souvent aux hommes du travail sur la respiration, effectivement, et déjà d'être conscient de son souffle et d'apprendre par la respiration à détendre son corps, parce que finalement l'éjaculation, ça vient toujours après une tension, c'est la suite d'une tension, et cette tension, elle commence dans le ventre, elle commence dans les jambes, dans le bassin, etc. Et on peut juste la repérer et la relâcher grâce à la respiration. Et on gagne quelques instants, quelques minutes. C'est un travail qu'on fait dans les stages S'épanouir, ça. Très bien. Bon, en tout cas, ceux qui ont envie de mieux comprendre tout ce qu'on vient de dire, vous pouvez réécouter en podcast ou regarder sur YouTube. Hein, absolument. Vous prendrez des notes et puis vous avez tout le week-end pour vous entraîner. Et puis nous accueillons Tigrane. Bonjour Tigrane, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors vous êtes éditeur de Mama Édition, avec des livres dont on a déjà reçu certains de vos auteurs d'ailleurs dans cette émission. Je crois que le dernier c'était le flic guérisseur, le commandant de police Robert Martin. C'est ça. Et vous êtes également auteur de cette saga qui s'appelle Chaman. Voilà, vous connaissez, je crois, Guillaume. Oui, alors moi je connais Mama Édition, je connais votre parcours et je trouve cette maison d'édition magnifique et je connais aussi l'existence de ces romans que pour le moment je n'ai pas encore lus, pour être tout à fait honnête avec vous. Merci. Alors c'est très basé sur vos expériences chamanes, hein. Vous vous dites chaman, Tigrane ? Non, si j'étais chaman, je ne le dirais pas, en tout cas, pas à la radio, pas plus qu'à la télévision. Mais ce sont des récits autobiographiques, effectivement, qui s'entrelacent avec des contes initiatiques. Pourquoi des contes initiatiques ? Parce que j'ai simplifié pour livrer l'essence de ces expériences chamaniques qui s'étalent sur une 30aine d'années.
J'ai simplifié cette trame narrative. Cela semble se passer en 1 an en Mongolie, en 2 ans en Arizona, alors que dans la vraie vie, comme on dit aujourd'hui, ça a plutôt pris donc une 30aine d'années. D'accord. Alors c'est en effet assez décousu, si je puis dire. Hein. Ça se lit pas comme un roman, et en même temps c'est une histoire qui débute et qui se termine. Hein. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans votre livre, c'est qu'il y a beaucoup de conseils finalement de vivre sa vie vraiment, quoi. Par exemple, vous dites de ne pas regarder en arrière. Alors, à la fois, oui, et en même temps, on est ce qu'on a été, sinon. Oui, bien sûr. Ne pas regarder en arrière ne veut pas dire renier le passé, son héritage, ses lignées, ou ce qui nous a fait arriver aujourd'hui, ici et maintenant, à notre point d'évolution. C'est plutôt une invitation à être dans l'ici et maintenant, à être le plus connecté au présent pour être le plus connecté à soi-même. Un des dénominateurs communs de ces différentes traditions chamaniques, et au-delà de la mode actuelle du chamanisme, hein, on a dans nos campagnes européennes et françaises depuis toujours des guérisseuses, des barreuses de feu, des rebouteuses, etc. Il n'y a pas besoin d'être fasciné par les destinations exotiques et cette mode actuelle qui a son lot de simplification. Eh bien, un de ces dénominateurs communs. C'est marrant parce que vous êtes comme un autre ami qui n'aime pas la mode du chamanisme actuel, qui en effet, n'importe qui maintenant pourrait se dire chaman. Hein. Disons qu'il y a toutes sortes de réductionnisme et de dérives un peu hâtives. Il faut faire très très attention. Il y a des mises en garde qui s'imposent. Le pouvoir est toujours double, et quand on joue avec le feu, il faut être très bien accompagné, très bien préparé. Donc ça n'est pas quelque chose de récréatif qui s'improvise comme on voudrait nous le faire croire. Vous pensez que ça peut être dangereux, oui. Quelqu'un qui va essayer un stage chamanique, par exemple, ça pourrait être dangereux en quoi? Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut être particulièrement ancré et enraciné dans le quotidien, bien dans sa peau, comme on dit, mais surtout ne pas être sujet à des envolées, à une sursensibilité, une vulnérabilité. Parce que le chamanisme peut amplifier non seulement sa sensibilité, ses perceptions psychiques et physiques. Il importe non seulement de considérer quelle méthode on choisit parfois pour évoluer, mais à quel moment on le fait, avec qui, dans quel cadre, est-ce que c'est le bon moment pour vous? Et c'est une réunion de facteurs qui peut être garant du succès ou au contraire du désastre. Alors désolé pour la minute rabat-joie et la mise en garde, mais je pense que... C'est important parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, et qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de se tourner vers justement le chamanisme parce que c'est une spiritualité, et les gens sont quand même à la recherche de sens aujourd'hui. Donc c'est important de dire attention, n'allez pas faire n'importe quel stage avec n'importe qui. Mais moi, pour avoir été dans un festival de chamanisme il y a quelques années, on avait d'ailleurs fait une émission en direct, j'ai rencontré pas mal de gens que je n'avais pas spécialement envie de rencontrer plus. Hein. Oui, une des valeurs indiscutables en tout cas du chamanisme, au-delà de ses effets de mode et de ses méthodes un peu hâtives propres à l'Occident, où on croit que les choses peuvent s'acheter, où on peut brûler certaines étapes à une époque où tout s'accélère, c'est plutôt de prendre le temps, c'est plutôt de revenir dans son corps. Et dans le chamanisme authentique et traditionnel, l'importance du corps, de la respiration, vous en parliez il y a quelques minutes, du centrage, de l'enracinement, est à l'image de l'arbre. C'est-à-dire que ce n'est pas une métaphore, mais plus on veut élever ses branches et les déployer vers les étoiles, et plus on se doit d'enraciner profondément, calmement, posément, d'être fidèle à soi-même aussi, de ne pas se laisser embarquer par des conseils, que ce soit d'un chaman, d'une curanderas, d'un homme médecine, d'une femme de connaissance, d'écouter sa voix intérieure, parce que personne n'est plus proche de vous, de votre cœur, que votre propre voix intérieure, de façon à se rapprocher de vous-même. Faut-il pouvoir l'entendre, sa voix intérieure, en fait? Moi qui écoute les gens tous les jours, je vois bien à quel point c'est compliqué pour les gens de savoir, de découvrir qui ils sont. Je dirais même pas de savoir. Oui, et effectivement, pour ça, il n'y a pas que le chamanisme, mais je dirais que là aussi, il y a un dénominateur commun entre le chamanisme et d'autres méthodes, parfois la méditation, parfois certaines pratiques de contemplation, mais que finalement, le fait de faire le silence, de mettre un peu en sourdine ce monologue intérieur effréné qui parfois nous balade, cet ego qui n'arrête pas de parler en nous,
c'est quelque chose qui ouvre un espace qui est peut-être un des premiers pas. Une des vertus du chamanisme à cet égard, c'est, je dirais, la reconnexion à la nature, tout simplement. Il n'y a pas que le chamanisme pour ça, mais le simple fait d'aller en forêt, et vous les connaissez bien, nos forêts, y compris françaises, le simple fait de rentrer en connexion avec des arbres, sans faire de mysticisme, mais de s'inspirer de leur stabilité, de leur force, de leur âge, ces arbres maîtres qu'on n'a pas besoin d'aller chercher forcément au fin fond de l'Amazonie. On a aussi dans nos traditions le chêne, le hêtre, le frêne et toutes sortes de symboliques associées, parfois très pragmatiques, très concrètes, parfois beaucoup plus métaphysiques, sans forcément parler du druidisme et autres. C'est peut-être une des premières portes d'entrée vers écouter sa voix intérieure. Parfois, j'ai des amis qui sont complètement agités et menés par leur mental, et je m'aperçois qu'en les amenant en forêt, simplement retirer ses chaussures, ses chaussettes et marcher un petit peu dans l'herbe, pieds nus, se poser contre un arbre. Froid, hein. En ce moment, c'est pas trop la saison. Cela dit, le froid a parfois ses vertus thérapeutiques, comme on le sait. Je vais me promener tous les jours malgré le froid, moi, bien sûr, mais enfin... Et une petite balade entre l'aube et l'aurore, dans la rosée du matin, peut-être plutôt au printemps et à l'été, c'est quelque chose qui peut nous reconnecter avec plus grand que nous, bien sûr, oui. Oui. En tout cas, vous le dites, le seul endroit qui fasse sens suprême, c'est en toi-même. C'est un de vos héros qui dit ça dans ce livre Chaman, l'aventure stellaire. Vous parlez aussi beaucoup de l'intuition. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui me sert beaucoup d'ailleurs dans cette émission. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent ? Comment on la découvre ? Comment on la développe, notre intuition ? Je dirais là aussi que le plus important n'est pas forcément d'écouter son mental, mais peut-être son corps. C'est-à-dire que le corps sait, le corps sent, et parfois beaucoup plus rapidement qu'une trame linéaire mentale qui va de gauche à droite, de ce cerveau cartésien qui a besoin de passer par B pour aller de A à C. L'intuition, elle, et le ressenti de notre corps, parfois, nous offre une perception beaucoup plus verticale, c'est-à-dire assez fulgurante, assez immédiate. Et cette intuition qui peut confiner à un sixième sens, c'est certain. Et il n'y a pas comme ça que vous l'appelez d'ailleurs dans le livre. Que l'intuition féminine, comme on le sait. C'est quelque chose qui peut être un allié de tous les instants, aussi bien pour des petites décisions au quotidien que pour des choix beaucoup plus importants et existentiels. Je crois que si on sent qu'on s'éloigne de ce que notre corps nous fait ressentir, ce qui résonne dans nos cellules, on a beau trouver toutes sortes de justifications mentales, on n'est pas forcément sur le meilleur chemin. Oui, mais en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu aveuglés par leur peur, et finalement la peur, elle nuit à l'intuition. Alors parfois on a une intuition qu'il faut pas y aller, et c'est une juste intuition, mais parfois on a tout simplement peur. Qu'est-ce que vous avez... Oui, je dirais que dans les différentes pratiques que j'ai eu l'honneur et le bonheur parfois de recevoir sous forme de transmission, de suivre au fil de ces années, une des choses que les maîtres, les doyennes, les femmes de pouvoir, les curanderas, les hommes de connaissance, une des choses qu'ils soulignaient tous, c'est qu'il y a deux sortes de peurs et qu'il ne faut pas les confondre. Il y a une peur qui est vraiment notre allié. C'est ce système d'alarme, c'est cet instinct animal qui parfois nous dit non, ne va pas à gauche, et on ne sait pas pourquoi on n'a pas envie de rentrer dans cette voiture alors que rationnellement, rien ne nous empêche d'y aller. Et le lendemain, on se dit, mon Dieu, mais Dieu merci que je ne suis pas rentré dans cette voiture quand on connaît la suite de l'histoire. Mais il y a aussi une autre peur, et là, elle est au cœur de toutes les initiations chamaniques que j'ai pu suivre et connaître. C'est au contraire celle qui vous éloigne de vous-même. C'est comme un piège que vous vous laissez à vous-même, c'est-à-dire quelque chose qui se présente. La peur d'oser, quoi. Voilà, quelque chose la peur qui d'oser vivre. Vous éloigne de vous-même. Tout d'un coup, il y a quelque chose, ça paraît trop, il faudrait lâcher prise, il faudrait oser le grand saut. Eh bien, cette peur est justement une invitation à être surmontée, parce que c'est en la dépassant que vous vous rencontrez vous-même. Oui, mais c'est là où on entend toutes ces phrases. Vous pouvez réagir, Guillaume de Brébessieux, si vous voulez. Oui, alors j'ai très envie de participer à la conversation parce que je suis un bavard naturellement, mais je me délecte en fait à vous écouter. Je retrouve dans tout ce que vous dites des enseignements que j'ai reçus sous une autre forme, qui est la fameuse thérapie psychocorporelle, la biodynamique, où on parle du corps, où on parle de la sensation, où on parle de rentrer en soi-même, où on parle des racines qui nous permettent de nous élever, d'élever nos branches, etc. Et je découvre que finalement, il n'y a qu'une seule sagesse, quoi. Elle vient avec différents emballages.
Mais c'est extrêmement intéressant. Et j'aime beaucoup tout ce que vous dites, tout ce que vous venez de dire là sur les peurs, notamment les 2 sortes de peurs. Ouais. C'est vraiment très instructif et très intéressant. Donc du coup, j'écoute. D'accord, on va continuer à écouter. D'ailleurs, on va continuer à vous écouter si vous le voulez bien, Tigrane. L'occasion de la sortie de ce livre, Chaman, l'aventure stellaire, aux éditions évidemment Mama Édition. On va continuer à vous écouter dans un instant. Je vous pose la question, vous répondrez après la pause. Et justement, quand notre corps est malade, qu'est-ce que ça signifie pour un chaman? Qu'est-ce que ça signifie pour le chamanisme? Vous nous répondrez dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Guillaume de Brébisson est avec nous et puis on va continuer sur le chamanisme. Ça a l'air aussi de vous passionner, Guillaume, et je pense que ça passionne ceux qui nous écoutent. Tigrane est avec nous, vous êtes éditeur et auteur et vous nous revenez avec Chaman, l'aventure stellaire. C'est donc La messagère des arbres, c'est aux éditions Mama Édition. Et je vous posais la question juste avant la pause, comment il faut interpréter notre corps qui est malade? Alors, en toute humilité, parce que je ne suis pas un professionnel de la santé et je ne me substitue pas à un expert. Je ne parle pas à un médecin, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Je remarque que dans différentes traditions séculaires, pour ne pas dire millénaires, quand on a un problème, que ce soit un petit problème comme une verrue ou quelque chose de plus impactant comme un zona ou autre, très souvent dans ces traditions, chez les peuples racines, les peuples autochtones, on considère ça comme un épiphénomène de bout de chaîne, de fin de lisse. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas tellement à supprimer coûte que coûte ce symptôme, mais plutôt à comprendre qu'est-ce qui l'a causé. Et c'est quelque chose qui est aussi un fond commun dans ces différentes traditions, chez ces différents peuples qui ont une forme de sagesse qui parfois est très sophistiquée, parfois peut paraître archaïque, mais en tout cas, ce dénominateur commun de chercher derrière quel est peut-être le nœud émotionnel, quelle est la cause parfois oubliée. Il y a des traumas amnésiques qui nous empêchent parfois de remonter le fil jusqu'à l'origine de ce problème qui finit par se manifester. Mais dans ces cultures, on considère que ce problème, une fois manifesté, que ce soit un bobo physique, que ce soit une gêne, que ce soit... c'est finalement vraiment la dernière conséquence. Et donc, si on veut la soigner, il ne s'agit pas seulement de la faire disparaître, il s'agit surtout de remonter le fil. À la source. Alors là, il y a quelque chose, et c'est une parenthèse qui pourrait paraître un petit peu psychomagique, mais je me fais simplement... témoin de ce que j'ai pu voir au fil d'une trentaine d'années, c'est-à-dire que dans ces formes d'enseignement très peu verbales, chez les cultures chamaniques, chez les peuples autochtones, on va peut-être parfois essayer de savoir mais qu'est-ce qui vous est arrivé quand vous étiez petit, quel est le blocage, y a-t-il un trauma amnésique, y a-t-il une source émotionnelle donc qui pourrait expliquer en bout de chaîne ce problème, cette affection physique, cette maladie éventuellement. Mais eux, ces chamans, ces curanderas, ces femmes médecines, ils vont rentrer dans un état de conscience modifié de façon à avoir accès à une sorte de trame, de tissu énergétique qui, dans leur cosmogonie, sous-tend l'organisation du vivant. C'est-à-dire qu'en allant au-delà de l'apparence tridimensionnelle, de la surface matérielle et physique des choses, ils vous racontent voir une organisation énergétique, des motifs, une circulation infraluminescente dans la peau, dans le corps lui-même, qui sous-tend votre corps. Et dès que une partie souffre d'une disharmonie, que les circuits semblent ne plus être connectés, que la lumière ne circule plus, que la boucle n'est pas bouclée, que le cercle n'est pas harmonieux, ils y voient là une origine émotionnelle à quelque chose qui, si on ne l'adresse pas, si on ne le regarde pas en face, va finir en bout de chaîne, à force d'être omis, à force d'être ignoré, par créer un problème physique qui, là, de façon incontournable, vous dit... regardez, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Stop. Oui, mais finalement, on est dans ce qu'on appelle la psychosomatique, c'est-à-dire que l'esprit et le corps sont reliés l'un à l'autre. Parfois c'est le corps, parfois c'est l'esprit. Et moi, ce que j'aime bien, c'est comme ça que j'ai compris d'ailleurs souvent pourquoi il est parfois si compliqué de se libérer d'un symptôme, que ce soit... justement un mal de dos, puisqu'on en parlait avec Michel Odoul mardi, c'est parce que la matière est beaucoup plus lourde, beaucoup moins rapide que l'esprit. Et donc, quand la matière est touchée, c'est-à-dire quand le corps est touché par la maladie, il faut du temps pour arriver à en guérir, quoi. C'est
un des enseignements que j'apprécie énormément chez toutes ces cultures, qu'elles soient amérindiennes ou asiatiques. Non, mais c'est fou parce que la psychosomatique, finalement, n'a rien découvert. Le chamanisme déjà parlait de ça. Oui, absolument. C'est vraiment un des encouragements qu'il nous donne et une des paroles de sagesse qu'il nous délivre. C'est n'attends pas qu'il soit trop tard, n'attends pas que les choses se manifestent et se matérialisent, car plus tu attends, plus ce sera difficile de défaire et de faire marche arrière. D'où cette attention à être en permanence en harmonie avec soi, avec son corps, avec aussi le monde des esprits et la nature qui nous entoure. Il considère que par exemple de marcher dans la beauté, de marcher en harmonie dans une forêt, d'avoir des bonnes relations non seulement avec nos voisins, les humains, mais aussi avec le règne animal, le règne végétal et pourquoi pas le règne minéral, c'est une des sources d'harmonie et de bien-être qui va jouer un rôle préventif par rapport à quelque chose qui sinon pourrait se gâter. Oui, les vibrations finalement des animaux, mais aussi de ceux qui nous entourent, de nos amis, de notre partenaire, finalement peuvent aussi nous aider à aller mieux, à condition d'être réceptifs. Oui, c'est une des choses qui est aussi pour moi fascinante, c'est à quel point ces personnes qui parfois ne payent pas de mine, on a l'impression qu'on a affaire à un simplet, à un paysan complètement terre à terre, sont finalement des gens qui accordent une importance de chaque instant aux émotions, à la parole aussi minimaliste soit-elle, à la position du corps par rapport à son voisin, à l'attention qu'on prête à l'animal, au végétal autour de nous. Et dans cette forme de présence, dans cette forme d'attention et dans ce rappel à, comme disent par exemple les Navajos, les dîners marcher dans la beauté, au chaud, il y a cette concentration qui est une véritable discipline en fait, qui est une hygiène physique, mentale, mais aussi émotionnelle, énergétique, pour être en harmonie avec une nature dont on souhaite elle-même qu'elle reste harmonieuse. Oui, finalement, l'écologie, si elle était peut-être plus vue sous cet angle-là, serait une belle manière de se retrouver en tant qu'humain. Oui, et vous dites de se retrouver en tant qu'humain, c'est quelque chose aussi qui est au cœur de ces sagesses, osons le dire, c'est que alors que nous cherchons à nous reconnecter avec la nature, tant nous en sommes parfois éloignés, eux, en général, disent mais c'est bien plus que ça. C'est pas d'aller chercher à l'extérieur la nature pour se reconnecter mais retrouver avec sa propre nature. Retrouver votre propre nature et alors vous rappeler que vous ne marchez pas parmi la nature. Vous êtes la nature. Alors vous parliez des animaux il y a un instant, et vous savez que peut-être que j'aime beaucoup les animaux, et à un moment donné vous dites sois attentif enfin c'est une phrase que vous citez, sois attentif à tes rêves et aux animaux qui pourraient te visiter de jour comme de nuit dans la réalité ou en rêve. Si on rêve d'un animal en particulier, ça c'est pas anodin, ça a du sens. Oui, on a actuellement beaucoup entendu parler des animaux de pouvoir ou des animaux totems. Au-delà de ça, je crois qu'il faut pas écarter le fait que dans nos cultures aussi, sans forcément être fasciné par un aigle royal ou un condor, par un tigre du Bengale ou un jaguar, nous avons aussi des animaux, à commencer par ce qu'on appelle les animaux domestiques, les chats, les chiens, etc., qui parfois semblent être plus que des animaux. Les rats à Paris. Être plus que des animaux, et tout le monde a eu des expériences, par exemple avec les chevaux, où cette hypersensibilité, tout d'un coup, alors que vous regardez un cheval, vous donne l'impression que ce cheval, ça n'est plus vous qui le regardez, en fait, c'est lui qui vous voit au sens chamanique du terme, qui vous scanne, qui vous perçoit dans vos moindres émotions, déséquilibres, etc. Et son attitude en dit très très long sur l'état intérieur dans lequel vous êtes, quand bien même essayeriez-vous de le lui cacher. D'ailleurs, l'équithérapie fonctionne très très bien, et notamment avec des chefs d'entreprise. On les met face à un cheval dans un manège, et la manière dont il se comporte, on peut interpréter comment il dirige, etc. C'est assez intéressant. Oui. Oui, je crois qu'on a encore énormément à apprendre là-dessus, et qu'après tous les bénéfices qu'on a pu voir vis-à-vis parfois d'enfants handicapés ou autistes, d'hypersensibles. Et même les délinquants, il y a un autres. Travail intéressant avec les chevaux. Oui. On s'aperçoit aujourd'hui que, au-delà des premières thérapies avec les dauphins dans des etc., aujourd'hui, pour les chevaux, par exemple, on a des personnes qui ont l'air très normales, en contrôle, hyper épanouies dans leur vie, etc., et puis qui tout d'un coup
se mettent à nu et sont comme traversés, transpercés par le regard du cheval et vont eux-mêmes découvrir qu'il y avait quelque chose qui clochait, qu'ils ne voulaient pas voir, mais pour lequel le cheval a fait miroir et leur a révélé ce qui était adressé. J'ai l'impression que depuis le début, on ne parle que de l'attention. Vraiment, où est-ce que je porte mon attention. Et dans la relation avec l'animal, alors vous aimez beaucoup les chevaux, mais vous aimez aussi les chiens, on a aussi le choix de porter ou non une attention à ce qui se passe entre l'animal et nous. Et souvent, notre chat, notre chien fait quelque chose, on n'y prête pas attention parce que c'est du quotidien. Et lorsqu'on y prête attention, on s'aperçoit que c'est en lien avec notre émotionnel, que c'est éventuellement porteur de messages, ou que, en tous les cas, on peut le prendre en considération et changer quelque chose. J'ai l'impression que finalement, que ce soit avec les animaux ou avec les plantes, dont vous parliez tout à l'heure aussi, c'est vraiment la grande question, quoi. C'est savoir prêter attention à l'extérieur pour nous aider à prêter attention à l'intérieur. Mais aussi parce que parfois, être sensible au regard animal, c'est jouir grâce à eux d'une sorte de prémonition. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous ne voyons pas encore, mais que eux pressentent. Et parfois, justement, en forêt, je me promène avec mon chat qui me suit, sans laisse, et qui n'est jamais monté à un arbre ou autre, et qui me suit 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, etc. Quand je veux voir autrement, au lieu de regarder autour de moi, je regarde où lui regarde. Et je m'aperçois qu'il y a des choses qu'il capte bien avant moi et qu'il me renseigne, en fait, parfois par transitivité, sur un phénomène qui m'aurait échappé, sur un rapace, sur un cervidé qui est camouflé, etc. On a parfois cette sorte de phrase qu'on retrouve chez différentes peuplades, qui est que l'animal voit tout. Je pense que c'est pas à entendre qu'au premier degré, mais peut-être aussi au sens figuré. Eh bien, en tout cas, merci Tigrane. Ça vous donnera peut-être envie d'aller vous promener en forêt ce week-end, ou alors de respirer mieux. Enfin, chacun fera ce qu'il pourra, et j'espère que ça vous aidera à vous retrouver un peu mieux avec vous-même, avec votre monde intérieur, comme j'aime à le dire. En tout cas, ça s'appelle Chaman, l'aventure stellaire. C'est aux éditions Mama Édition. Merci beaucoup. Et Guillaume de Brébisson, on peut vous retrouver dans S'expanouir. C'est aux éditions First. Merci à tous. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Dolovan. Et puis lundi, nous serons avec Samuel Comblaise. On va revenir sur l'éducation à la sexualité à l'ère du porno. Qu'est-ce qu'on doit dire à nos enfants et qu'est-ce que l'école peut dire? On en parle dès lundi.